réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. On amorce l'émission avec un mot qui fait frémir. Et ce mot-là, bien sûr, c'est le mot cancer. Pour une personne qui reçoit un diagnostic de cancer, il y a un seul souhait qui est possible, c'est être traité le plus rapidement possible de façon à augmenter ses chances de vaincre la maladie puis de retrouver la santé. Mais voilà, on apprend qu'au Québec, plus de la moitié des patients atteints du cancer doivent attendre, tenez-vous bien, 3 mois et plus avant de recevoir un traitement initial. Et ça, c'est le résultat d'un sondage léger qui a été réalisé pour 2 regroupements. Le premier regroupement s'appelle Agir contre le cancer maintenant et l'autre, c'est Coalition Priorité Cancer au Québec. Alors, imaginez attendre aussi longtemps. Vous recevez votre diagnostic. On vous dit, vous devrez recevoir des traitements, mais là, le téléphone ne sonne pas, le téléphone ne sonne pas, le téléphone ne sonne pas. Ça prend des mois avant qu'on vous donne finalement un rendez-vous. Un véritable cauchemar. Ce cauchemar-là, il y a une mère de famille qui est atteinte d'un cancer, Marie-Claude Houle-Beausoleil, qui l'a malheureusement subi. Madame Houle-Beausoleil est avec nous. Bonjour. Bonjour. Madame Houle-Beausoleil, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé dans votre situation médicale. OK, en fait, avant de savoir qu'on a un cancer, on se porte mal, on se sent pas bien, fait qu'on va consulter un médecin de famille parce que c'est ça la première chose à faire à la base. Mais quand j'écoute les gens aussi qui ont souffert de cancer autour de moi, on souffre toutes physiquement, mentalement, on se demande qu'est-ce qui nous arrive. Puis après la première consultation, dans le fond, j'avais 35 ans, donc la médecin me dit ça se peut pas que tu t'aies brisé un sternum. Écoute, tu vas t'en sortir, prends des Advil, puis tout ça. Fait que je m'en retourne chez nous, mais en fait, je portais un lot cancer qui est le myélome multiple, un cancer du sang. Alors là, vous l'avez appris combien de temps après? Là, en fait, je dois appeler entre-temps le CHUM où j'avais déjà des traitements parce que ma mère, ma soeur sont atteintes du cancer du sein. Ils s'en ont sorti, mais quand même, j'avais déjà un suivi là-bas, donc j'ai demandé à voir un médecin pour avoir un IRM pour comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis, dans le fond, je le sais le 22 février 2024 que je suis atteinte du myélome multiple. Bon. Comment vous réagissez à ce moment-là, le compte tenu des diagnostics qui n'avaient pas été suffisamment précis préalablement? Mais c'est parce que en fait, comme humain, on n'est pas médecin, hein, fait qu'on sait pas ce qu'on a, fait qu'il faut absolument aller pousser les recherches, être sûr que la patiente, elle a pas quelque chose de grave, prendre le temps avec nos patients pour voir ce qu'ils ont, parce que moi, dans le fond, si j'aurais attendu plus longtemps, 3 mois plus tard, je m'aurais retrouvée à l'urgence. Puis vous, là, Madame Houle-Beausoleil, pendant ce temps-là, vous vous êtes un petit peu auto-médicamentée, là? Ah oui, j'ai pris des Advil, j'ai pris des relaxants musculaires pour dormir, j'allais travailler, j'étais mère de famille, je coachais, puis entre ça, je m'auto-médicamentais avec tout ce qui est antidouleur. Puis, c'est à un moment donné que je me disais, je peux plus vivre comme ça. C'est sûr que je porte quelque chose de grave parce que comme humain, on sent comment qu'on n'a plus nos capacités qu'on avait. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. J'ai passé à travers quelques traitements, 13 traitements de chimiothérapie donnés au CHUM et une greffe de moelle osseuse aussi. Bon, alors là, théoriquement, les choses sont enlignées de façon encourageante. Exactement. Puis là, on va continuer la chimiothérapie là pour toute ma vie, en fait, là, vu que c'est une maladie qui est rare à 35 ans et qui est incurable. Madame Houle-Beausoleil, quand vous jetez un regard sur votre ce que j'appellerais votre aventure médicale, qu'est-ce que vous éprouvez comme sentiment? Êtes-vous en colère? Je pense qu'au début, c'est vraiment ça qu'on ressent parce que on sait qu'on est malade, puis les traitements n'arrivent pas, on sait pas ce qu'on a, on retourne chez nous, on continue notre vie d'aller travailler, tout ça, on n'a pas d'arrêt de travail. Puis c'est juste comme le 22 février, fait que de août à février, j'ai travaillé, puis j'étais mère de famille jusqu'à temps que on sache qu'on peut mettre une pause à tout ça pour prendre soin de nous. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent changer? Vous avez choisi de parler publiquement. Est-ce que vous espérez que ça va susciter une prise de conscience dans le système de santé?
Non, je suis certaine, puis tu sais, positivement, en fait, prendre le temps, puis donner des diagnostics clairs, puis mettre en place là, pour des patients qui ont des graves maladies, les services là, de premier plan. Là. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci, on est avec merci. vous. Bon courage. Bonne journée. Bonne journée. Marie-Claude Houle-Beausoleil est une mère de famille atteinte de cancer, mais vous l'avez entendu. Le pronostic là, est un peu plus encourageant. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais je veux revenir néanmoins sur d'autres constats de ce sondage-là qui a été réalisé là, à la demande de 2 groupes qui luttent contre le cancer. 37% des répondants ont déclaré avoir subi un fardeau financier accru au cours de leur parcours de soins. Ça, donc, les gens qui ont le cancer, là, c'est plus de 1 sur 3 qui disent qu'il y a un fardeau financier important et 15% ont dû avoir recours à une clinique privée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de réponse dans le secteur public. Puis là, tout à coup, tu as ton diagnostic, il n'y a pas de traitement. Ben, qu'est-ce que tu fais si tu as un peu de sous? Tu te diriges vers le secteur public, le secteur privé, et ça, c'est certainement pas une tangente qu'on souhaite. On veut que les soins soient accessibles à tout le monde. On paie nos taxes, on paie notre assurance maladie pour ça. Et 40% des gens, et ça c'est encore plus difficile, ont eu besoin de se déplacer loin de leur domicile afin d'obtenir un diagnostic, spécialement, bien sûr, les gens qui sont à l'extérieur des grands centres de Montréal et de Québec. Mais 40%, c'est quand même beaucoup. Donc, on voit là, le cancer, non seulement il faut lutter contre la maladie, il faut également lutter pour obtenir des soins et puis il faut avoir un coussin financier pour passer à travers. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. La Cour suprême des États-Unis a tranché, l'avortement n'est pas un droit constitutionnel. C'est un recul de 50 ans pour le droit à l'avortement des Américaines. It's a sad day for the court and for the country. Catherine, c'est la bande-annonce de La peur au ventre, le nouveau documentaire de Léa Clermont-Dion. Absolument. C'est diffusé ce soir à 20h à Télé-Québec. Et par la suite, je vous le dis, dans le cadre du festival Cinémania, il y aura une présentation parce qu'il y a une version longue. Le documentaire de ce soir, c'est la version raccourcie, 52 minutes. Il y a une version longue qui sera présentée le 15 et le 16 novembre prochain en présence de Léa Clermont-Dion qui est autour de la table. Bonjour. Bienvenue en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour à tout le monde à la maison. La peur au ventre, c'est une idée que tu as eue d'aller vérifier un peu ce qui se passait aux États-Unis après le renversement de Roe contre Wade, exactement, et de voir un peu si nous, on était en danger, les femmes au Canada. Est-ce que nous, on pourrait avoir un jugement qui en fait rendrait l'avortement illégal ici au Canada? Ben c'est ça. C'était une question qui m'habitait. Puis tu sais, je dirais qu'au lendemain de l'invalidation de Roe v. Wade, moi j'étais bousculée comme femme aussi. J'avais une émotion face à cette situation-là. En fait, tout le monde a été assez surpris, même si ça se travaillait depuis longtemps. Maintenant, la question c'est comment est-ce que ça peut finalement nous influencer au Canada? Peut-être pas juridiquement, mais dans la montée des groupes anti-avortement. Puis c'est ce que j'ai essayé de voir, en fait, d'aller sur le terrain au Canada, au Québec. Puis au début, je me disais sincèrement, là, Catherine et Philippe, peut-être que j'entame une quête puis qu'il n'y en aura pas de film. Mais si vous saviez, ça a été le film le plus facile à faire dans le sens où tout venait à moi. Les mouvements, là, ils s'internationalisent. C'est ça que j'ai découvert. Je suis allée à Washington, je suis allée à la Pro-Life March à Washington avec Véronique Pronovo, qui est chercheur à la chaire Raoul Dandurand. J'y étais avec Georges Bouchemi, qui est un leader anti-avortement, donc du groupe Campagne Québec Vie. Il était à Washington parce qu'il voulait organiser aussi un événement au Québec. Et ce sont des luttes qui s'internationalisent. Alors, oui, ça a une influence ici, chez nous, dans les discours, dans la mobilisation. Bon, il y a beaucoup de choses à discuter. Oui. Ici, au Canada, je dois le dire, là, il y a eu beaucoup de projets de loi privés qui ont été déposés en Chambre pour, en fait, justement, qu'on enlève la légalité de l'avortement. Il y en a qui ont failli passer, il y en a qui ont été dangereux pour les femmes.
Explique-nous un peu, si le Parti conservateur passe, il pourrait avoir encore de ce type de projet-là et ça pourrait être encore remis sur la sellette, puis on pourrait perdre nos droits. Ben, c'est sûr que je suis vraiment pas une experte juridique, puis l'angle du film, c'est moins le juridique que le mouvement social. Tu sais, je tiens à le préciser, mais par contre, il faut être conscient que 40% du Parti conservateur, des membres, sont anti-avortement et donc ils ont un intérêt à promouvoir ce type de projet de loi-là privé et ses motions. Donc, 48 projets de loi privés. Alain Reyes dit dans le film, je vous mets au défi de trouver un sujet qui a suscité autant de projets de loi. Donc, il y a une mobilisation. Et c'est souvent très pernicieux, les projets de loi qui sont déposés. C'est pas carrément on interdit l'avortement. Ben non, on y va dans des mesures de contournement où on irait grappiller des droits un par un pour finalement en venir à ça au terme d'un long processus. C'est la députée conservatrice que tu cites, Cathy Wackenhall, qui en a déposé plus d'un des projets de loi dans ce sens-là. Elle porte ce flambeau-là. Là. Elle va continuer de le porter dans la prochaine législature. Là. Il ne faut pas se tromper avec ça. Là. Et c'est un danger réel. Et moi, ce qui me trouble aussi, c'est la jeunesse du mouvement. Donc oui, il y a ces députés-là qui sont très actifs, mais il y a une organisation, par exemple, la Right Now Coalition, qui est menée par un jeune homme, Scott Hayward, qui est très charismatique d'ailleurs, et qui, lui, là, son objectif, c'est de faire élire des députés, donc anti-avortement à la Chambre des communes. Alors, ça commence à faire beaucoup de choses. Et il est très éloquent dans le documentaire. Très éloquent. Et comme je le dis dans le documentaire, tu sais, moi, ma posture dans le film, c'est de laisser parler les discours, mais de contrebalancer avec des discours, par exemple, qui sont pour l'avortement. Donc, j'essaie vraiment de balancer tout ça. Mais à un moment donné, j'avoue, je craque un peu. Je me dis, je m'attendais pas à ça. Ça fait 1 an que je travaille là-dessus, puis là, j'ai besoin d'une pause. Là, j'ai besoin d'une pause. Et aussi, quand j'étais à Washington, tu sais, être entouré de 200 000 personnes qui pensent pas comme toi, puis qui te le répètent sans cesse, ça a un impact très puissant. Je trouvais ça important aussi d'être dans le film pour rappeler aux gens, justement, que c'est pas si loin que ça. Tu sais, quand je rencontre Abby Johnson, qui est la leader américaine, l'une des plus influentes aux États-Unis sur la question de l'avortement, ben oui, elle peut avoir l'air loin de nous, mais il s'avère que je l'ai recroisée à Ottawa pour la Pro-Life March à Ottawa, donc en mai dernier. Elle était là, elle galvanisait la foule, elle s'attaquait à nos politiques et elle m'a confié aussi que son organisation avait pour objectif de venir chez nous et qu'elle était bien financée. Et il y a un plan. Il y a un plan d'internationaliser la lutte et de venir au Québec. On l'a vu, vu dans le convoi des camionneurs sur d'autres sujets, mais là aussi, il y avait une influence américaine. Tout puis il y avait fait. des gens qui venaient. Donc, c'est faux de croire que les Américains qui défendent ces causes-là pensent jamais au Canada, bien au contraire. Au contraire. Puis, moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse aux discours, par exemple, antiféministes, etc. Puis, j'en ai vu là, des montées de discours comme ça. Là. Il y a 10 ans, c'était pas aussi fort, décomplexé. Donc, il y a un certain type de discours qui se répète grâce aux réseaux sociaux. Et l'arme, c'est TikTok, c'est vraiment ça, là, ça passe par là. Mais t'as été impressionnée quand même de l'organisation de ces groupes-là. Oui, j'ai été très impressionnée. Oui, j'avoue, là, j'en revenais pas, en fait, de voir des gens aussi, d'abord, convaincants, stratégiques. Et, tu sais, moi, je m'attendais à voir 2-3 messieurs, là, de 75 ans, là, qui sont un petit peu mêlés, là. C'est pas ça, Et c'est pas ça, c'est des jeunes qui pourraient être des amis, c'est des jeunes qui sont très articulés, comme on a pu le voir avec Scott. Donc, c'est confrontant. À un moment donné, j'en pouvais plus. Alors, j'en pouvais plus parce que c'est déstabilisant comme sujet. Je voulais pas nécessairement les juger, même si je suis diamétralement contre leur position, mais c'est quelque chose à être immersé de l'autre bord. C'est toute une expérience humaine aussi, là, quand même. Le renversement, la décision de la Cour suprême aux États-Unis, évidemment, ça a libéré. C'est comme si les vannes, tout à coup, venaient de s'ouvrir pour alimenter ce phénomène-là. Mais je trouve que quand même, Léa, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec moi, mais je trouve qu'il y a quand même un peu d'espoir. Quand on a vu les référendums dans certains États conservateurs aux États-Unis, où on pensait que les anti-choix gagneraient, puis non, c'est les gens qui étaient pro-choix qui ont finalement gagné. Même au Kansas, il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ça. Non, effectivement. Puis quand on est au Québec, le film là, termine sur un affrontement.
un affrontement qui a lieu à l'Assemblée nationale du Québec. Il y avait justement une manifestation anti-avortement, l'une des plus importantes des 10 dernières années, qui était organisée en juin dernier. Ça, c'est un autre symptôme là, que le mouvement va bien. Eh bien, il y avait quand même des regroupements de femmes, des féministes qui étaient là, présentes. Puis je vais vous dire, ça a bardé vraiment beaucoup, là, même que c'était une des manifs les plus musclées que j'ai vues depuis plusieurs années, là, j'avoue. Et ça, pour moi, c'est le symptôme de la résistance. Au Québec, on est quand même un terreau fertile d'égalité et c'est vrai que c'est pas comme dans le reste du Canada. Faut pas comparer des pommes avec des tomates. Cependant, on a quand même une politique fédérale qui a un impact sur notre vivre ensemble. Donc, il faut surveiller ce qui se passe aux prochaines élections. Et il y a des lignes d'écoute aussi qui sont financées par les organismes de droite, la droite chrétienne. Oui, effectivement. Même au Québec, il y a une vingtaine de centres, de faux centres, je dirais, d'appui à la grossesse. En fait, c'est des groupes qui sont anti-avortement et qui visent pas à informer, mais à désinformer. Donc, quand on appelle là, mettons, je suis une jeune fille vulnérable, j'appelle là, je suis enceinte. Je sais pas quoi faire. Et là, la technique, c'est de vraiment de diaboliser, en fait, l'avortement, de trouver des stratagèmes pour manipuler la personne, pour ne pas avoir d'interruption volontaire de grossesse. Et je vais vous dire sincèrement, là, c'est très convaincant, ces appels-là aussi. On en entend dans le Et on en entend. Puis juste vous dire qu'il y a encore des menaces auprès des médecins qui font des avortements au Québec aujourd'hui. Ça, j'en parle pas nécessairement dans le film parce que les gens qui ont été ciblés ne voulaient pas témoigner spécifiquement sur la question. Mais oui, il y a des médecins qui font des avortements au Québec qui reçoivent encore des menaces, comme dans le temps de Chantal Daigle puis de Morgan Taylor, parce que dans le temps, ça bardait en maudit. Mais c'est pas terminé. Et ça, c'est le grand paradoxe. Je veux dire, j'ai rencontré une femme aux États-Unis qui s'est fait avorter. Et je voulais qu'elle témoigne dans mon film. Puis elle m'a dit, je veux pas te parler. J'ai peur qu'on me tue. Ça, c'est le paradoxe Incroyable, entre la vie et la mort. Là. C'est vraiment un super documentaire. C'est présenté ce soir à Télé-Québec à 20h. Et la version longue, 15 novembre, 16 novembre, au cinéma du musée Cinéma Moderne, en présence de Léa Clermont-Dion. J'ai hâte de voir la version longue. Oui, c'est vraiment... justement, c'est plus cinématographique. La musique est là. On a plus le temps de bien digérer parce que, sincèrement, c'est un coup de poing au visage. Désolée tout le monde ce soir, là, je vous le dis tout de suite. Merci beaucoup, Léa Clermont-Dion. Merci beaucoup, Léa. Merci. À une prochaine. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le gouvernement du Québec lance une nouvelle offensive publicitaire dans l'espoir de convaincre des jeunes, à se diriger vers l'enseignement. Et dans la foulée de l'enquête à l'école Bedford qui continue de faire couler beaucoup d'encre, on peut se demander si le moment de lancer une telle campagne est bien choisi. Et ce matin, vous avez peut-être vu aussi dans Le Devoir, là, on apprenait que certains programmes de formation accélérée en enseignement, et ça, c'est un phénomène qui gagne en popularité, ces programmes-là n'ont pas fait l'objet d'analyses poussées par le ministère de l'Éducation et tout ça inquiète plusieurs experts. Alors, pour évoquer tous ces sujets, je reçois en studio Éric Gingras, qui est président de la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec. Monsieur Gingras, bonjour. Bonjour, Monsieur Quentin. Monsieur Gingras, j'en parlais il y a un moment, cette campagne de publicité du gouvernement du Québec est un peu partout, là. Écoutez, on va en écouter ensemble un extrait. Salut Raphaël! OK, tout le monde? 3, 2, 1, on me regarde. On sort le cahier de... Hey, on m'écoute. On va sortir le cahier de mathématiques, s'il vous plaît. Enseigner, c'est former le monde de demain. Alors là, il y a un aspect visuel dans cette pub-là que, bien sûr, on ne peut pas comprendre à la radio, mais c'est vraiment très bien fait parce qu'on voit la prof là, qui dit à ses élèves, on va ouvrir le cahier de mathématiques. Alors là, on voit toutes les petites frimousses, garçons et filles, qui lèvent le couvercle de leur pupitre. Quand ils lèvent le couvercle de leur pupitre, on ne voit plus leur visage. Quand ils referment le couvercle, ce sont des gens d'âge mûr qui sont habillés selon diverses professions. On sent qu'il y en a qui sont dans des ouvriers, d'autres sont avocats, d'autres sont... peu importe. Donc, on valorise l'éducation en disant, regardez, là, quand vous enseignez des petits jeunes comme ceux-là, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est le Québec de demain qui sera là. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Gingras, de cette pub? Est-ce que ça va créer des vocations? Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense? C'est une bonne pub. C'est très bien fait. Puis c'est ce que font les collègues que j'ai la chance de représenter au quotidien. Les profs, effectivement.
ce qui manque aussi, c'est pour être capable d'arriver à ces jeunes de demain, il y a du personnel autour aussi. Ça, c'est malheureux parce que oui, on fait une campagne pour les profs parce qu'on a besoin de profs, mais on a besoin de TES, on a besoin de psychologues, on a besoin de psychoéducatrices, on a besoin d'éducatrices. Alors, j'aspire à ce que, puis la question sera posée au ministre de l'Éducation, qu'il y ait des pubs comme ça pour l'ensemble des catégories d'emploi en éducation, parce que c'est un fait, il en manque, puis on a vu avec la rentrée comment les chiffres étaient parlants. Mais une fois que j'ai dit ça, pour ce qui est de cette pub-là, c'est intéressant. Maintenant, est-ce que, qui est la sous-question ou le sous-commentaire, est-ce que ça va favoriser des vocations? Ben là, j'espère, le ministre veut que ça soit positif, veut qu'on soit tous positifs. Ben c'est positif, mais il va falloir s'assurer, si les gens choisissent, nos jeunes au Québec choisissent d'aller vers l'enseignement ou les autres catégories d'emploi en éducation, ben qu'on va les garder une fois qu'ils vont l'avoir fait. Puis ça, ben ça veut dire que continuellement, continuer à intervenir pour améliorer notre réseau public qu'on aime tant. Vous le dites, M. Gingras, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, veut que le milieu soit plus positif. Mais en disant ça, à quelque part, il reproche un peu aux syndicats d'être trop négatifs, même après le règlement de la convention collective. Comment vous réagissez? Ben moi, j'ai été clair avec le ministre, puis je suis bien à l'aise de le dire. Oui, il faut être positif, puis on l'est. On mentionne les belles choses, je vous dis, c'est une bonne pub, etc., mais pas le choix de mettre le point sur ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on veut l'améliorer. Et ça, il faut faire attention. Puis peut-être que les syndicats ont peut-être un rôle à jouer dans bien expliquer les choses. Je pense qu'à la CSQ, avec nos collègues des fédérations, on le fait bien de prendre le temps d'expliquer. Quand on pointe quelque chose qui ne va pas, c'est pas pour dire, ben voilà, il n'y aura plus rien qui va. Non, c'est pour dire, voilà, ça c'est un problème, réglons-le. Et notre travail, c'est d'apporter aussi des solutions. Puis je pense que c'est peut-être ça, notre différence d'opinion entre le ministre et, du moins, la CSQ, de dire, ben oui, on va être positif, mais on va quand même dire ce qui va pas bien. Mais est-ce que ça se pourrait qu'après les longues, difficiles, ardues négociations afin de renouveler les conventions collectives des profs, que le ministre aurait souhaité que tout le monde reparte avec une page blanche puis partir avec un regard un peu plus ouvert, un peu plus généreux? Et moi, il me semble que là-dessus, il n'y a pas un mauvais point parce que j'ai l'impression que le discours, je dirais pas antagonistique, mais un discours où on pointe ce qui ne va pas dans le système, c'est revenu très vite dans la bouche des syndicats. Ben, écoutez, pour ce qui est de notre côté, nous, ce qu'on dit, c'est que, et on n'a pas honte de le dire, là, dès que nos collègues ont entériné l'entente, on a dit qu'on avait une belle impulsion, là, que c'était positif, qu'on avait amélioré tantôt les salaires, tantôt d'autres éléments de convention collective, puis là, il n'y a pas juste les profs, il y a les autres catégories d'emploi, comme je le nommais, personnel de soutien, les professionnels, mais que ça ne réglait pas tout, et lui-même, le ministre, l'avait dit. J'ai pas été capable de tout régler à cause de la pénurie, à cause de la capacité de payer, etc. Donc, il en était conscient. Maintenant, ce qu'on dit, c'est utilisons ça pour continuer. Puis un des éléments qu'on travaille à la CSQ, c'est de dire que là, ça nous prend une réflexion, une grande réflexion sur notre système éducatif, parce que ce qui ne va pas, il faut asseoir tout le monde. Et là, je suis clair, là, c'est pas les syndicats qui vont tout régler. Je vais être clair là-dessus. On va le faire avec les patrons, avec le ministère, avec les parents. Assoyons tout le monde et dire qu'est-ce qu'on veut de notre école pour les 10-15 prochaines années. Qu'est-ce que vous recommandez, des genres d'états généraux? Ben, moi, j'hésite avec les noms parce que là, après ça, on va dire, les états généraux, on va pelleter des nuages et là, on va asseoir tout le monde. Ça va prendre 6 mois. Non, c'est pas ça qu'on dit. Appelons ça comme on veut. Je dis une grande réflexion. On pourrait y donner sommet, états généraux, peu importe. Mais c'est clair qu'il faut se sortir aussi de cette réflexion-là politique où là, le gouvernement, là, à quelques mois des élections, va arriver avec 2-3 éléments, avec un spin qui va parler aux gens. C'est trop complexe, le monde de l'éducation, puis on le voit. Donc, prenons tout le monde ensemble, réfléchissons, arrivons avec des résultats, des solutions. Puis regardez la violence, par exemple, dans nos milieux. Il faut être en mesure de mettre tout le monde, dont les parents qui doivent s'occuper de ça aussi. C'est pas l'école, c'est la communauté, c'est la société. Et c'est vrai pour l'enseignement du français, c'est vrai pour la francisation, c'est vrai pour tous les éléments qui préoccupent les gens. Et c'est pas juste les syndicats qui vont être capables de trouver des solutions, mais on peut être capable de mettre l'épaule à la roue avec les autres groupes, notamment les patrons et aussi le ministère. M. Gingras, si vous aviez devant vous là, une jeune personne, quelqu'un de 20 ans, 21 ans, là, qui envisage potentiellement de devenir prof dans la vie, est-ce que vous l'encourageriez à faire ce saut-là? Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, moi, je suis prof moi-même, prof au primaire, il y a maintenant
quelques années de ça, je vais le dire comme ça. Moi, je me mets dans la peau de cette personne-là. Tout ce qu'on entend sur le système de l'éducation, c'est justement, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas assez de profs, je vais être barouetté un peu partout, j'ai pas de support, les classes, c'est rendu, on peut plus les diriger, tout est trop difficile. Il me semble que c'est pas très, très tentant, là. Alors, on dit que tout est trop difficile. On dénonce certains éléments qui vont pas bien. Il manque de services, etc. Mais là, une des raisons pourquoi il en manque, c'est parce qu'il y a une pénurie. Donc, la première chose, c'est d'amener du monde. Puis ça, là-dessus, on est d'accord avec le ministre de l'Éducation. Donc, oui, on fait ce choix-là. Puis quand même, là, écoutez, les gens qui travaillent au quotidien, ils le font parce qu'ils ont quand même un peu de plaisir, là. On va pas se le cacher. Mais est-ce qu'il y a des problèmes à régler? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des problèmes à régler. Mais nous, notre principe, c'est de dire, avec les gens du milieu, on va les régler, ces problèmes-là. Mais oui, ce choix-là d'être enseignante, d'être éducatrice, d'être psychologue, dans le réseau scolaire, c'est un choix, je pense, qui doit être fait parce que c'est le futur, voir les sourires. Quand le début d'année arrive, puis on va dénoncer la pénurie, la première chose qu'on dit, c'est que là, c'est tous les possibles. Hein, on a des jeunes là, qui ont... on voit les sourires de rencontrer leur nouvelle prof. C'est ça la réalité du milieu, puis c'est intéressant, là. Ouais, c'est pas beaucoup mis de l'avant à l'heure actuelle. C'est pas de ça dont on entend parler. Ben, je le fais, là. Oui, vous le faites là. Je le fais là, je l'ai fait. Parce que je vous pose la question. Mais sérieusement, M. Quentin, moi, je peux vous dire qu'à la CSQ, on est capable de dénoncer, mais je suis capable de le dire, puis mes collègues aussi. On veut qu'il y ait des gens, mais on veut l'améliorer pour les garder. OK. Dernière question, M. Gingras. On le voyait dans le Devoir ce matin. Là, on sait le ministre de l'Éducation favorise des programmes courts pour essayer d'augmenter rapidement le nombre de profs. Et là, on apprend qu'il y a des gens qui sont promus sans beaucoup d'analyse. Comment vous réagissez? Bien, ça, c'est un bel exemple. Hein? On va dire qu'à court terme, on a besoin de ces formations-là parce que beaucoup de personnel non légalement qualifié, il faut être capable de leur donner un bagage. Il faut faire attention où? Parce que, vous savez, au primaire, enseigner au primaire, c'est pas comme enseigner une univers social ou une formation d'histoire, par exemple. Tu vas chercher des crédits en pédagogie, ça te permet d'avancer. Au primaire, plus complexe que ça. Donc, c'est intéressant à court terme, mais il faut pas que ça devienne la voie au Québec pour former le personnel. À court terme, dans le contexte dans lequel on est, d'accord, on comprend ce qui se passe, mais il ne faut pas que ça devienne pérenne, ces mesures-là soient pérennes, puis qu'on continue à avancer à ce moment-là. C'est là qu'on a besoin d'avoir une réflexion, une analyse sur les résultats. Est-ce que ça a aidé, que ça a été un encadrement intéressant? Est-ce que ça a permis justement de progresser? Ça va devoir être fait à ce moment-là. Merci beaucoup, M. Gingras. On parlera de l'école à 3 vitesses une autre fois. Avec plaisir. Je suis certain que vous avez des choses à dire là-dessus aussi. On s'en reparle. Éric Gingras est président de la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Un autre article qui a attiré mon attention aujourd'hui, c'est dans la presse. Le titre est très évocateur. Avancée majeure pour la dépression selon une étude britannique. Donc, un nouveau traitement qui est prometteur et qui pourrait remplacer les médicaments, qui pourrait remplacer les antidépresseurs. Alors, j'en parle avec le docteur Laurent Elkrieff. Le docteur Elkrieff est résident de 5e année en psychiatrie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Le CHUM. Docteur Elkrieff, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Alors, dites-moi, Docteur Elkrieff, on parle d'une avancée majeure pour la dépression. Qu'en est-il au juste? Qu'est-ce qu'on ferait de différent? Donc, c'est une technologie qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui est étudiée de plus en plus. C'est une technologie qui s'appelle la TDCS. Puis, c'est une technologie, ce qu'on appelle de neuromodulation, qui est non invasive. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un courant électrique très faible pour moduler l'activité cérébrale. Et ce qu'on va faire, c'est on va placer un casque avec des électrodes sur le front des patients. Et après, on va stimuler certaines zones du cerveau pour changer l'excitabilité des neurones. Et c'est ça ce qui va aller traiter, qui va avoir les effets antidépresseurs. C'est un traitement où les personnes qui reçoivent le traitement vont rapporter une certaine sensation ou fourmillement, vibration, mais temporaire et non douloureuse, qui va finir après le traitement. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui est intéressant de cette étude-là, c'est la première fois qu'on démontre qu'on peut donner ce traitement complètement à la maison. Donc, c'est une grande étude dans plusieurs pays. Puis, ils ont démontré qu'on peut utiliser
le traitement à la maison et les patients vont avoir un effet antidépresseur positif. Donc, à la maison, ça veut dire qu'on aurait quelqu'un qui souffre de dépression puis qui voudrait avoir ce traitement-là. Il y aurait un casque à la maison puis il suivrait la posologie qui est requise. Exactement. On imagine, on va aller acheter le traitement chez un fournisseur, puis ou dans le laboratoire qui fait la recherche, puis on va l'amener chez nous, puis on va recevoir le traitement à peu près 30 minutes par jour dans cette étude, à tous les jours. Et après, plus tard dans l'étude, ils ont réduit la dose. Et les personnes vont recevoir le traitement antidépresseur en faisant à peu près rien. Ils vont juste s'asseoir et recevoir le traitement de façon passive. Bon. Est-ce que ce traitement-là, c'est une chercheure du Collège royal de Londres, là, qui est l'auteur principal de l'étude, est-ce que c'est validé par un échantillonnage suffisamment imposant pour qu'on soit convaincu du bienfait potentiel de cette façon de fonctionner? Une très bonne question. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une étude avec une bonne puissance. C'est une étude qui était bien construite et que les résultats qui sont rapportés dans cette étude sont ce qu'on voit avec les données. Mais cette technologie a été étudiée dans plusieurs autres études et il y a quand même des évidences qu'on appelle mitigées. Certaines études ne démontrent pas d'effet. Certaines études démontrent un effet. Ce qu'on doit mentionner pour cette étude, c'est que cette étude a été au moins partiellement fondée payé par une compagnie qui fabrique cette technologie. Donc, on doit prendre ça avec la limitation, mais ça a été bien déclaré dans l'étude. Il faut aussi juste mentionner que ici au Québec, à Montréal, au CHUM, l'équipe de Dr L'Espérance, qui est le directeur de la clinique de neuromodulation, et Dr Miron, ils ont fait une étude l'année dernière avec cette technologie-là. Puis, ils ont eu une acceptation dans un grand journal. Ça va être publié, j'espère, cet automne, qui a démontré des effets positifs de cette technologie aussi. Donc même ici au Québec, là, on fait des recherches sur cette façon de procéder et on est assez enthousiaste. On dirait qu'on est ouvert à cette nouvelle potentielle, une nouvelle technologie potentielle. On peut même le prescrire actuellement au Québec. Il n'y a pas d'indication qu'on appelle officielle de Santé Canada ou le FDA non plus, mais on peut le prescrire. Il faut juste demander à notre médecin ou notre psychiatre. Il y a juste certains centres qui vont être plus habitués avec la technologie, comme au CHUM. Et le problème, c'est puisqu'il n'y a pas d'indication officielle, on n'est pas encore sûr à qui on devrait donner le traitement, qui on ne devrait pas donner le traitement, mais ça reste quelque chose qui pourrait être disponible. Moi, je dis, dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de prescriptions avec cette technologie. Bon, à qui ça pourrait être utile, ce traitement-là? À des gens qui ont des réactions négatives face à la prise d'antidépresseurs? Très bon point encore. Pour moi, oui. Actuellement, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'indication officielle encore. Mais éventuellement, on imagine un monde où on pourrait offrir ce traitement qui est à la maison, avec des efficacités qui semblent au moins similaires aux antidépresseurs et qui a des effets secondaires quand même différents. Moins long terme, il n'y a pas de prise de poids, il y a des irritations, des céphalées, même des brûlures qui ont été rapportées dans cette étude-là. Mais on pourrait imaginer un monde dans le futur, peut-être futur proche, où on pourrait prescrire comme alternative. Donc, je ne dirais pas que ça va venir remplacer, mais alternative peut-être aux antidépresseurs. Bon, quels sont les éléments négatifs, c'est-à-dire les conséquences là, potentiellement dommageables à la prise d'antidépresseurs? Vous avez parlé de poids tout à coup, mais est-ce qu'il y en a d'autres également? Oui, je dois commencer en disant que les antidépresseurs restent quand même un des cœurs du traitement de la dépression avec la psychothérapie et les changements comportementaux. Les antidépresseurs, ils fonctionnent. Par contre, ils viennent avec, comme tout traitement en médecine, avec des effets secondaires. Les effets secondaires des antidépresseurs il y a des effets secondaires plus temporaires, comme des inconforts gastro-intestinaux, mais il y a des effets secondaires un peu plus long terme, comme la prise de poids, par exemple, ou même des effets secondaires sexuels qui pourraient être néfaste pour des patients ou inconfortable ou au moins incommodant pour les patients. Donc, comme tout traitement en médecine, on doit balancer les risques et les bénéfices. Et c'est toujours un choix entre le médecin ou le psychiatre
et le patient, bien sûr, est-ce qu'on va commencer n'importe quel traitement. Vous savez, quand on est néophyte dans ce secteur-là, quand on connaît véritablement pas les détails des traitements comme ceux-là, on a un peu peur en lisant ça, là, de traitements électriques. Ça me rappelle un peu quand j'étais jeune, là, puis les gens parlaient des électrochocs, là, puis c'était terrible. Mais on est loin de là. On est loin, mais on est proche en même temps. Ça rentre dans la même famille de neurostimulation ou de psychiatrie interventionnelle, si on veut. Il faut le dire que les électrochocs sont le traitement antidépresseur le plus efficace reconnu. Ça vient avec des effets secondaires, mais c'est donné de façon très sécuritaire en ce moment au Québec, à tous les jours, à des centaines, voire des milliers de patients qui en ont besoin. Encore aujourd'hui? 100%, c'est le traitement le plus efficace antidépresseur qui existe. C'est ça ce qu'on donne en troisième ligne. Par contre, la neurostimulation non invasive, comme le TDCS, fait partie d'une famille de nouvelles technologies de traitements antidépresseurs qui sont pas invasives, donc qui vont pas avoir besoin de salles d'anesthésie générale, par exemple, comme les électrochocs, et qui vont venir avec moins d'effets secondaires long terme. Donc, on va pas avoir les pertes de mémoire, par exemple, qu'on pourrait voir avec les électrochocs. Mais on va perdre avec ça l'efficacité qu'on a avec les électrochocs. Donc, encore, risques et bénéfices, et ça va dépendre de la situation. Docteur Elkrieff, je vais vous poser une dernière question. Vous êtes un spécialiste de tout ce secteur-là. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à trouver de nouveaux traitements, de nouvelles méthodes de lutter contre la dépression? Est-ce que vous croyez qu'on va aller encore plus loin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? 100%. La psychiatrie est un domaine qui avance vite avec les nouveaux avancements technologiques de intelligence artificielle, les nouvelles méthodes statistiques, les neurotechnologies, par exemple, ce qu'on appelle le phénotypage digital. Donc, on va mettre des montres intelligents pour avoir plus de données. C'est sûr qu'on va avoir des nouveaux traitements, peut-être pas au niveau pharmaceutique, peut-être pas au niveau de pilules, mais c'est sûr que la psychiatrie est en train de changer et de changer vite avec les patients et pour le meilleur. Ben voilà, d'excellentes nouvelles, absolument fascinant de vous parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, M. Quentin. Bonne journée. Le docteur Laurent Elkrieff est résident de 5e année en psychiatrie au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, et il nous a fait part d'avancées majeures pour lutter contre la dépression.